Dans la petite ville de Lumière, nichée au cœur du sud de la France, le café Étoile était un refuge où les arômes de l'espresso se mêlaient aux murmures des habitués. Ce jour-là, lorsque Aïcha Dubois, une vétérane de guerre de 78 ans à la peau d'ébène, poussa la porte vitrée, un silence glacial s'abattit. Les regards se durcirent, lourds de mépris. « Qu'est-ce qu'elle fait ici, celle-là » chuchota un client, sa voix acérée comme un couteau. « Retourne dans ton désert » lança un autre, provoquant des rires étouffés. Aïcha, droite dans son manteau de laine impeccablement coupé, ignora les insultes. Elle s'assit à une table près de la fenêtre, ses yeux sombres scrutant la place où les platanes dansaient sous le vent provençal. Mais l'hostilité s'amplifia. Une femme renversa, accidentellement, son verre, éclaboussant la robe d'Aïcha, tandis qu'un homme grogna « On ne sert pas les étrangers ici ». Le patron, immobile derrière son comptoir, détourna les yeux, complice par son silence. Chaque mot, chaque geste était une flèche empoisonnée, visant à briser l'âme de celle qui avait jadis défendu la République sous les drapeaux. Pourtant, Aïcha ne trembla pas. Sous son calme apparent, une tempête se préparait. Elle serra son médaillon, vestige de batailles anciennes, et dans son cœur une décision se forma. Lumière allait bientôt voir de quel feu elle était faite. Le café Étoile, avec ses chaises en osier et ses nappes à carreaux rouges, semblait figé dans une torpeur trompeuse ce matin-là, à Lumière. Aïcha Dubois, assise à sa table, ses doigts effleurant le médaillon gravé qu'elle portait toujours, commanda un café noir, sa voix douce mais ferme résonnant dans l'air saturé de tension. Les murmures racistes, tels des éclats de verre, s'intensifiaient autour d'elle. « Regarde-la, elle ose s'asseoir comme si c'était chez elle », siffla une femme depuis un coin, son foulard Hermès mal ajusté, trahissant une colère mal contenue. Un autre client, un homme au visage buriné par le soleil provençal, ajouta avec un rictus « Les gens comme toi devraient rester à l'ombre, pas dans nos cafés ». Chaque mot était une gifle, un rappel cruel des barrières invisibles que Lumière érigeait contre ceux qu'elle jugeait différents. Jacques Martin, un notable local dont le nom pesait lourd dans les conversations du marché, entra alors, flanqué de Pierre et Louis, ses acolytes au regard dur comme le Mistral. Jacques, avec son pardessus taillé sur mesure et son arrogance héritée de générations, s'approcha de la table d'Aïcha. Le tintement des cuillères contre les tasses s'arrêta net, comme si le café entier retenait son souffle. « Alors, la vieille, lança-t-il, sa voix dégoulinante de mépris, tu crois que la France t'appartient parce que t'as porté un uniforme? Retourne d'où tu viens, on n'a pas besoin de ton genre ici. » Il accompagna ces mots d'un geste théâtral, renversant la tasse d'Aïcha d'un revers de main. Le café brûlant éclaboussa sa robe, et un éclat de rire cruel fusa dans la salle, certains clients applaudissant comme s'il s'agissait d'un spectacle de rue. Aïcha ne broncha pas. Ses yeux, profonds comme les nuits d'Alger où elle avait grandi, fixèrent Jacques sans ciller. « J'ai défendu ce pays pendant que des hommes comme toi se cachaient derrière leurs privilèges, » répondit-elle, sa voix basse mais tranchante, chaque syllabe pesant comme une sentence. Le silence qui suivit était électrique, presque palpable, comme l'instant précédant un orage. Jacques, déstabilisé par son calme, sentit la colère monter. Il se pencha vers elle, si près que son haleine sentait le pastis matinal, et cracha. « Tu te prends pour qui? Une héroïne? Ici t'es rien, rien !» Pierre, à sa gauche, ricana, ajoutant « Peut-être qu'elle sait pas lire les panneaux, pas d'étranger ?» Louis, plus jeune, mais tout aussi venimeux, tapa du poing sur la table voisine, faisant trembler les verres. « Faut lui apprendre sa place. » Le patron du café, un homme bedonnant nommé Étienne, observait depuis le comptoir, son torchon figé dans la main. Il ne dit rien, ses yeux fuyants trahissant sa complicité tacite. Les autres clients, certains mal à l'aise, d'autres jubilants, formaient une toile de fond où l'indifférence côtoyait la malveillance. Une femme murmura à son ami « Pourquoi elle provoque? Elle sait bien qu'elle n'a pas sa place ici. » Un vieillard, cigarette aux lèvres, hocha la tête. « C'est toujours comme ça, ils viennent et ils exigent. » La haine, distillée dans les traditions et les regards, s'était incarnée en Jacques, qui, enhardi par l'inaction collective, attrapa le médaillon d'Aïcha, tirant dessus comme pour arracher un trophée. La chaîne résista, mais le geste fit vaciller quelque chose en elle, pas de la peur, mais une braise qui s'enflammait. Aïcha posa une main sur la table, ses doigts serrant le bois comme pour ancrer sa colère. « Touche-moi encore, » dit-elle, sa voix devenue un grondement sourd, « et tu verras ce que coûte la guerre à ceux qui la provoquent. » Jacques recula d'un pas, surpris par l'intensité de son regard, mais son orgueil le rattrapa vite. Il éclata d'un rire forcé,
se tournant vers la foule. Vous entendez ça? La vieille menace? Peut-être qu'on devrait lui donner une leçon, non? Les rires reprirent, plus hésitants, mais assez forts pour masquer le grincement de la porte du café, entr'ouverte par un courant d'air. Ou était-ce autre chose? Aïcha ne répondit plus. Elle ramassa son sac, ajusta son manteau et se leva avec une dignité qui semblait défier la gravité même de la pièce. Chaque pas vers la sortie résonnait comme un défi, chaque regard qu'elle croisait un avertissement. Jacques la suivit des yeux, son sourire figé cachant une nervosité croissante. Il ne savait pas encore qu'il venait d'allumer une mèche, et que Lumière, ce havre de paix trompeur, allait bientôt trembler sous le poids de sa propre histoire. Et vous, que feriez-vous face à une telle injustice? Si vous brûlez d'envie de savoir comment Aïcha va riposter, tapez 1 dans les commentaires et abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Si vous pensez que Jacques mérite une leçon, laissez un like pour nous le faire savoir. Et si vous avez une idée de ce qui pourrait arriver, partagez-la ci-dessous. Votre intuition pourrait bien dévoiler la prochaine étincelle de cette saga. Restez avec nous, car ce n'est que le début d'un combat qui promet de secouer Lumière jusqu'à ses fondations. Le café Étoile, avec ses vitres embuées par l'haleine matinale et ses tables en bois usées par des décennies de confidence, semblait retenir son souffle. Aïcha Dubois, ses yeux sombres comme un ciel d'orage, restait assise, immobile, face à l'hostilité qui s'épaississait autour d'elle. Jacques Martin, dont la présence imposante emplissait la pièce comme une ombre toxique, venait de renverser son café, l'éclaboussure brûlante tachant sa robe comme une insulte tangible. Les rires des clients, un mélange de malveillance et de lâcheté, ricochaient contre les murs ornés de gravures provençales. Mais ce n'était que le prélude. Jacques, sentant son pouvoir vaciller sous le calme d'Aïcha, décida de frapper plus fort, de marquer Lumière de son empreinte venimeuse. Il se redressa, son pardessus froissé par l'élan de sa colère, et claqua des doigts pour appeler Pierre et Louis, qui se postèrent derrière lui comme des chiens de garde. « Tu crois que ton passé te donne des droits ici ?» lança-t-il, sa voix vibrant d'un mépris qui semblait puiser dans les vieilles rancunes de la ville. « T'es rien d'autre qu'une ombre qu'on tolère à peine. » Il attrapa le médaillon d'Aïcha, celui qu'elle portait depuis ses années dans l'armée, et tira d'un coup sec. La chaîne céda avec un claquement, et le bijou tomba sur la table dans un tintement qui résonna comme une détonation dans le silence oppressant. Les clients retinrent leur souffle, certains détournant les yeux, d'autres échangeant des regards complices, leurs lèvres pincées trahissant une approbation muette. Aïcha ne bougea pas immédiatement. Ses mains, posées sur ses genoux, se crispèrent légèrement, les jointures blanchissant sous sa peau sombre. Elle releva lentement la tête, ses yeux rencontrant ceux de Jacques, non pas avec de la peur, mais avec une intensité qui semblait traverser les décennies de bataille qu'elle avait livrées. « Ce médaillon, dit-elle, sa voix basse mais aussi tranchante qu'une lame de Damas, a vu plus de courage que tu n'en verras jamais. » Chaque mot tombait comme une pierre dans un étang, provoquant des vagues de silence. Jacques, déstabilisé, éclata d'un rire forcé, mais ses mains tremblèrent légèrement. « Du courage ?» ricana-t-il. « Une vieille comme toi? Tu crois encore impressionner quelqu'un ?» Pierre, plus massif, s'avança, son haleine chargée d'anisette. « Peut-être qu'elle a besoin d'un rappel, » grogna-t-il, saisissant une chaise comme s'il allait la briser sur la table. Louis, le plus jeune, ajouta avec un sourire cruel, « On devrait l'escorter dehors, ou plus loin. Les gens comme elle ne comprennent que la force. » La menace flottait, lourde, palpable, comme la chaleur d'un incendie imminent. Le patron, Étienne, toujours derrière son comptoir, essuya une tasse imaginaire, ses yeux fuyants, incapables de croiser ceux d'Aïcha. Une femme dans un coin murmura, « Elle l'a cherchée, non? Venir ici comme si elle était légale ?» Un autre client, un retraité aux joues couperosées, hocha la tête. « C'est pas notre France, ça. » Mais Aïcha n'était pas une femme que l'on brisait. Elle se leva, lentement, sa silhouette frêle portant une dignité qui semblait défier la gravité de la pièce. Elle ramassa le médaillon brisé, ses doigts caressant l'inscription à peine lisible, un serment gravé dans le métal, un souvenir de camarade tombé. « Vous pensez que m'humilier efface ce que j'ai fait pour ce pays ?» demanda-t-elle, sa voix montant comme une vague prête à tout engloutir. « J'ai marché sous des drapeaux que vous n'oseriez pas toucher, dans des guerres où vos ancêtres ont fui. » Ces mots, précis comme des tirs, firent reculer Pierre d'un pas instinctif. Jacques, cependant, ne céda pas. Il s'approcha, son visage à quelques centimètres du sien, et siffla « T'es pas chez toi ici, t'as jamais été chez toi. » Le temps sembla se suspendre. Les clients, figés, attendaient l'explosion. Puis, dans un geste calculé,
Jacques attrapa une carafe d'eau sur une table voisine et la fracassa au sol, l'éclat de verre éclaboussant les pieds d'Aïcha. Les éclats scintillèrent sous la lumière pâle, comme des éclairs prisonniers. Voilà ce qu'on fait aux intrus, cria-t-il, sa voix résonnant dans le café comme un appel à la guerre. Pierre renversa une autre table, envoyant des tasses et des assiettes s'écraser dans un vacarme assourdissant. Louis, riant, lança « On va nettoyer ce café de sa crasse !» La foule, galvanisée par la violence, commença à murmurer son approbation, certains tapant du pied, d'autres frappant les tables en rythme, comme une meute prête à bondir. Aïcha, au centre de ce chaos, restait une statue de marbre. Mais dans ses yeux, une étincelle s'allumait, non pas de désespoir, mais de résolution. Elle ajusta son manteau, ramassa son sac, et sans un mot, se dirigea vers la porte. Chaque pas était une provocation silencieuse, chaque regard qu'elle lançait à Jacques un défi. « Tu pars déjà » railla-t-il, sa voix tremblante de rage contenue. « T'as raison, dégage avant qu'on te sorte nous-mêmes !» Mais Aïcha s'arrêta à la porte, sa main sur la poignée. Elle se retourna, juste assez pour que la lumière du matin éclaire son visage, et murmura « Vous venez d'ouvrir une porte que vous n'êtes pas prêt à franchir. » La clochette au-dessus de la porte tinta lorsqu'elle sortit, un son clair et fragile dans l'atmosphère suffocante. Dehors, sous les platanes de la place, l'air portait l'odeur du jasmin et de la tension. Jacques, encore rouge de colère, frappa le comptoir, criant à la foule « Elle ne remettra plus les pieds ici !» Mais ces mots sonnaient creux, comme s'il essayait de convaincre lui-même. Les clients reprirent dans leur conversation, mal à l'aise, évitant de se regarder. Étienne, toujours muet, ramassa les éclats de verre, ses mains tremblantes, trahissant une peur qu'il n'admettrait jamais. Ce que Jacques ignorait, ce que Lumière tout entière ignorait, c'était qu'Aïcha n'avait pas fui. Sous son calme, une tempête se préparait, forgée dans les braises d'une vie de combat. Le médaillon brisé dans sa poche n'était pas une défaite, mais un signal. Et tandis qu'elle s'éloignait, ses pas résonnant sur les pavés, quelque chose dans l'air de Lumière changea, une promesse de justice, aussi ancienne que les pierres de la ville, prête à s'abattre. Sous les platanes centenaires de la place centrale de Lumière, l'air portait encore l'odeur douce amère du jasmin, mais une tension acide s'y mêlait, comme si la ville elle-même sentait l'orage approcher. Aïcha Dubois, silhouette droite malgré ses 78 ans, s'éloignait du café Étoile, ses pas résonnant sur les pavés humides du matin. La clochette de la porte du café, qu'elle venait de franchir, semblait encore teinter dans son esprit, un écho fragile contre le vacarme des insultes qui l'avaient chassée. Jacques Martin et ses acolytes, Pierre et Louis, avaient cru la briser avec leurs mots venimeux et leurs gestes brutaux, le médaillon arraché, la carafe fracassée, le café renversé comme une flaque de mépris. Mais ils ignoraient une vérité essentielle. Aïcha n'était pas une femme que l'on réduisait au silence. Elle s'arrêta sous l'ombre massive d'un chêne, ses branches noueuses s'étendant comme des bras protecteurs au-dessus de la place. Le vent du sud, chargé de sel marin, faisait frémir les feuilles, mais Aïcha restait immobile, son regard fixé sur l'horizon où les toits de lumière se découpaient contre un ciel d'un gris menaçant. Dans sa main, elle serrait le médaillon brisé, ses doigts traçant les contours usés de l'inscription qu'elle connaissait par cœur, un serment gravé dans le métal, un lien avec ceux qu'elle avait juré de ne jamais abandonner. Les insultes de Jacques, les rires cruels des clients, la complicité muette d'Étienne, tout cela pesait sur elle, non pas comme un fardeau, mais comme un combustible. Ils pensèrent l'avoir vaincue, ils se trompèrent. Aïcha glissa une main dans son sac en cuir, usé par des décennies de voyages et de combats. Ses doigts trouvèrent un objet qu'elle n'avait pas touché depuis des années. Un vieux téléphone à clapet, son boîtier noir rayé par le temps, mais ses touches encore fermes sous la pression. C'était plus qu'un appareil. C'était une relique, un fil tendu vers un passé où elle n'était jamais seule. Elle s'assit sur un banc de pierre, à l'abri des regards indiscrets, et ouvrit le téléphone avec une précision presque rituelle. L'écran s'alluma faiblement, projetant une lueur pâle sur son visage marqué par les ans. Elle pressa une touche, une seule, et porta l'appareil à son oreille. Le bourdonnement de la connexion sembla vibrer dans l'air, comme si Lumière elle-même attendait la réponse. À l'autre bout, après 2 sonneries, une voix répondit, rauque, profonde, teintée d'une autorité qui n'avait pas faibli avec l'âge. « Aïcha » demanda la voix, sans surprise, comme si elle avait toujours su que ce jour viendrait. Aïcha ferma les yeux, sa respiration lente mais lourde. « Ils pensent que je suis seule », murmura-t-elle, chaque mot pesant comme une grenade dégoupillée. « Ils croient que l'âge m'a ramolli, que je plierai sous leurs insultes et leurs poings. Ils ont oublié ce que nous sommes. » Un silence suivit,
Non pas de doute, mais de compréhension. Puis la voix répondit, nette, sans hésitation, 8 minutes. Tiens bon. Aïcha referma le téléphone, le glissa dans son sac et se leva. Elle ajusta son manteau, ses gestes précis malgré la tempête qui grondait en elle. Elle ne regarda pas en arrière vers le café Étoile, où Jacques et ses sbires fêtaient sans doute leur victoire illusoire. Elle savait que le temps jouait désormais contre eux. 8 minutes. C'était tout ce qu'il leur restait avant que Lumière ne comprenne ce que signifiait défier une femme comme elle. Pendant ce temps, à l'intérieur du café, l'atmosphère s'était détendue, du moins en apparence. Jacques, adossé au comptoir, un verre de pastis à la main, plaisantait bruyamment avec Pierre et Louis. Elle a filé comme un chien battu, s'exclama-t-il, provoquant des rires parmi les clients, certains encore mal à l'aise, d'autres ravis de cette démonstration de pouvoir. Pierre, jouant avec un couteau de poche, ajouta « Faut qu'elle comprenne que Lumière, c'est pas pour elle. Ni maintenant, ni jamais. » Louis, plus jeune, tapa sur une table, faisant trembler les verres. « On devrait lui laisser un message, non? Quelque chose qu'elle n'oubliera pas. » La foule, galvanisée, murmura son approbation. Et Étienne, toujours derrière son comptoir, haussa les épaules, comme si tout cela n'était qu'un jeu innocent. Mais dehors, l'air changeait. Les platanes semblaient frémir plus fort, leurs feuilles bruissant comme un avertissement. Une camionnette grise, discrète, s'arrêta à l'angle de la place, ses phares éteints malgré la lumière déclinante. Les portes s'ouvrirent sans bruit, et 4 silhouettes en descendirent, leurs mouvements fluides, presque invisibles dans l'ombre des arbres. Marcel Garnier, le premier, portait un manteau de laine sombre, son bâton de marche frappant le sol avec une cadence mesurée. Non pas un signe de faiblesse, mais une arme déguisée. Ses yeux plissés par des décennies de vigilance balayèrent Pax sur la place, notant chaque détail, les passants, les fenêtres entr'ouvertes, la lumière vacillante du café Étoile. Claire Moreau suivit, ses cheveux gris impeccablement attachés sous un foulard de soie. Médecin de guerre autrefois, elle avançait avec une grâce silencieuse, ses mains glissées dans les poches de son trench coat, où reposaient non pas des scalpels, mais des outils bien plus dangereux. Rémi Hassan, grand et taciturne, fermait la marche, ses épaules larges trahissant une force intacte malgré les années. Ses cicatrices, à peine visibles sous son col roulé, parlèrent de combats que Lumière ne pouvait imaginer. Enfin, Fatima Leclerc, la plus discrète, ajusta ses lunettes rondes, son sac en bandoulière contenant bien plus que des souvenirs. Ensemble, ils formaient une unité, un écho vivant des champs de bataille qu'ils avaient traversés et survécus. Ils s'approchèrent du café Étoile sans hâte, leurs pas synchronisés comme une chorégraphie répétée 1000 fois. La clochette tinta lorsqu'ils poussèrent la porte, un son clair qui trancha l'air comme une lame. À l'intérieur, le brouhaha s'arrêta net. Jacques, un verre à la main, se figea, son sourire s'effaçant comme de la cire fondue. Pierre lâcha son couteau, qui tomba avec un cliquetis sur le comptoir. Louis recula instinctivement, ses yeux passant d'un visage à l'autre, cherchant une explication à cette intrusion qui n'en était pas une. Marcel s'avança au centre du café, son bâton tapant une fois contre le plancher, un son sec qui résonna comme un coup de feu. « Vous avez touché à notre sœur, » dit-il, sa voix basse mais aussi lourde qu'une pierre tombale. « Vous avez cru qu'elle était seule. Vous avez cru que Lumière vous appartenait. » Il marqua une pause, ses yeux balayant la foule, notant chaque regard fuyant, chaque main tremblante. « Vous avez tort. » Claire s'appuya contre une table, ses doigts effleurant un bord, comme si elle mesurait la distance pour frapper. « Aïcha a versé son sang pour ce pays, » ajouta-t-elle, son ton calme mais chargé d'une menace froide. « Et vous? Qu'avez-vous fait, sinon salir ce qu'elle a défendu ?» Rémi, immobile près de la porte, croisa les bras, son silence plus intimidant que n'importe quel cri. Fatima, elle, s'assit sur une chaise, son regard perçant fixant Jacques, comme si elle voyait à travers lui. Jacques tenta de reprendre contenance. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» ricana-t-il, sa voix tremblante trahissant son assurance feinte. « Une réunion de retraités? Vous pensez nous faire peur ?» Mais ces mots sonnaient creux, et la foule, si bruyante quelques minutes plus tôt, se taisait maintenant, oppressée par la présence de ces 4 inconnus qui semblaient porter l'histoire même dans leurs regards. Aïcha, restée à l'entrée, entra à son tour. Elle ne dit rien, mais sa présence acheva de transformer l'atmosphère. Elle tenait son médaillon brisé dans une main, et lorsqu'elle le posa sur une table, le son résonna comme un verdict. Jacques recula, son dos heurtant le comptoir. Pierre et Louis échangèrent un regard, leurs poings serrés mais hésitants.
Étienne, toujours muet, laissa tomber son torchon, ses yeux écarquillés fixant Aïcha comme s'il voyait un fantôme. Marcel leva une main, un geste simple mais impérieux. Vous avez une chance, dit-il. Une seule. Excusez-vous et partez, ou restez, et découvrez ce que coûte la guerre à ceux qui la provoquent. Le silence qui suivit était si épais qu'on aurait pu le couper au couteau. Jacques ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. La foule, figée, attendait. Et dans ce moment suspendu, Lumière vacilla au bord d'un précipice, ignorant encore que l'histoire venait de basculer. La nuit tombait sur Lumière comme un voile de plomb, les étoiles masquées par des nuages lourds roulant depuis la Méditerranée. Les platanes de la place centrale, témoins silencieux des événements du Café Étoile, frémissaient sous un vent mordant, comme s'ils pressentèrent le chaos à venir. Aïcha Dubois et ses camarades, Marcel, Claire, Rémi et Fatima, avaient quitté le café quelques heures plus tôt, leur confrontation avec Jacques Martin, Pierre et Louis laissant un silence oppressant dans leur sillage. Mais à Lumière, la paix n'était qu'une illusion fragile, et Jacques, humilié par l'apparition des vétérans, n'était pas homme à accepter la défaite. Dans l'obscurité, alors que les réverbères projetèrent des ombres tordues sur les pavés, Jacques réunit ses acolytes dans une ruelle derrière l'église Saint-Sébastien, dont la flèche gothique semblait juger leur complot. Son visage, éclairé par la lueur vacillante d'une cigarette, était crispé par une rage froide. « Ils pensent qu'ils peuvent nous intimider ?» siffla-t-il, écrasant son mégot sous sa botte. « Cette vieille et ses amis, ils croient que Lumière leur appartient? On va leur montrer ce qu'on fait aux intrus. » Pierre, les poings serrés, grogna. On aurait dû les casser sur place. Louis, plus nerveux, triturait une clé à molette, ses yeux scrutant l'obscurité comme s'il craignait d'être observé. « Faut frapper fort, murmura-t-il. Quelque chose qu'ils n'oublieront pas. » Leur plan, ourdi dans l'amertume et la haine, prit forme avec une rapidité terrifiante. Sous le couvert de la nuit, ils se dispersèrent, armés de bombes de peinture, de marteaux et d'une cruauté alimentée par des décennies de préjugés. Leur première cible fut la maison d'Aïcha, une bâtisse modeste à l'orée de la ville, entourée d'un jardin où les rosiers grimpèrent le long des murs de pierre. Les intrus brisèrent dans la grille avec une barre de fer, le métal hurlant dans le silence. Jacques, un rictus aux lèvres, traça à la peinture rouge des mots qui suintaient dans la haine. « Rentre chez toi, étrangère !» Les lettres, dégoulinantes comme du sang, souillaient la façade, tandis que Pierre fracassait les fenêtres, les éclats de verre scintillant sous la lune comme des larmes gelées. Louis, riant nerveusement, arracha les rosiers, leurs épines lacérant ses mains sans qu'il s'en soucie. Ils ne s'arrêtèrent pas là. Une bouteille remplie d'essence fut lancée dans le cabanon où Aïcha rangeait ses souvenirs, médailles, lettres, photographies jaunies. Les flammes jaillirent, dévorant le bois avec une avidité vorace, projetant des ombres dansantes sur les murs. Mais Jacques voulait plus. Il voulait que tout Lumière sache que personne ne défiait son autorité. Leur prochaine cible fut le garage de Marcel, un hangar où il réparait encore de vieilles motos, vestiges de sa jeunesse. Ils y pénétrèrent en forçant la porte, renversant des bidons d'huile qui se répandirent en mare noire sur le sol. Pierre, armé d'un marteau, s'acharna sur une moto ancienne, son cadre pliant sous les coups comme un corps brisé. Louis grava sur le mur. « Vieux débris, partez !» Jacques, méthodique, versa du sel dans les réservoirs d'essence, un geste symbolique mais destructeur. Ils laissèrent derrière eux un chaos méthodique, un message clair. Ceux qui soutenaient Aïcha paieraient. Leur dernière attaque visa la clinique abandonnée, où Claire donnait encore des consultations gratuites aux plus démunis. Ils brisèrent les vitres, renversèrent les armoires de médicaments et peignirent sur la porte. Pas de charité pour les étrangers. Une poupée de chiffon, volée dans un placard, fut pendue à un réverbère, une corde serrée autour de son cou, avec un mot cloué dessus. Acha, suivante. L'aube trouva Lumière souillée, ses rues marquées par une violence qui semblait remonter des entrailles même de la ville. Aïcha découvrit le désastre au lever du jour. Elle se tenait devant sa maison, les rosiers arrachés à ses pieds, les flammes du cabanon désormais réduites à des cendres fumantes. Marcel, Claire, Rémi et Fatima la rejoignirent, leurs visages tendus mais résolus. « Ils veulent la guerre », murmura Marcel, son bâton frappant le sol comme un métronome. Claire, les mains tremblantes de colère, ramassa un éclat de verre. « Ils ne savent pas ce qu'ils ont déclenché », dit-elle, sa voix froide comme l'acier. Rémi, silencieux, fixait les graffitis, ses poings serrés prêts à exploser. Fatima, ajustant ses lunettes, nota chaque détail. Ils ont signé leur arrêt de mort. Mais Lumière, jusque-là complice par son silence, commençait à vaciller.
Les habitants, réveillés par le saccage, sortèrent de chez eux, certains horrifiés, d'autres murmurant que c'était trop loin. Une vieille femme, Madame Rouvier, s'approcha d'Aïcha, ses mains noueuses serrant un chapelet. « Je n'ai rien dit hier, murmura-t-elle, les larmes aux yeux. J'ai eu tort. » Un boulanger, Monsieur Giraud, apporta du pain pour les vétérans, un geste simple mais lourd de sens. Pourtant, la peur dominait encore. Jacques et ses sbires, forts de leur anonymat nocturne, rôdaient toujours, leur regard défiant quiconque oserait parler. La tension atteignit son paroxysme lors d'une réunion dans la salle communale, un bâtiment austère où les portraits des anciens maires semblaient juger l'assemblée. Aïcha, flanquée de ses camarades, entra sous les murmures. Jacques était là, assis au premier rang, un sourire narquois aux lèvres, certain que la ville plierait sous son influence. Le maire, un homme falot nommé Bernard, tenta de calmer les esprits, bredouillant des platitudes sur l'unité de lumière. Mais Aïcha ne venait pas pour écouter. Elle monta sur l'estrade, son médaillon brisé à la main, et le silence tomba comme une lame. « Vous avez vu ma maison » commença-t-elle, sa voix claire, vibrante, traversant la salle comme une flèche. « Vous avez vu les flammes, les insultes peintes sur nos murs, les menaces pendues à nos portes. Vous pensez que c'est moi qu'ils visent? Non, ils vous visent tous. » Elle pointa un doigt vers la foule, ses yeux balayant chaque visage. Chaque fois que vous vous taisez, chaque fois que vous détournez les yeux, vous leur donnez du pouvoir. Vous laissez lumière brûler dans la haine. Jacques se leva, sa chaise grinçant. « Tu parles trop, vieille femme, » cria-t-il, sa voix tremblante de rage. « Tu crois que tes discours vont changer quoi? Lumière sait qui commande. » Mais ces mots, autrefois acclamés, rencontrèrent un silence glacial. Une jeune femme, Sophie, employée de mairie, se leva à son tour. « Vous avez brûlé son jardin » dit-elle, la voix tremblante mais ferme. « Vous avez brisé nos vitres. Vous parlez de lumière, mais vous la détruisez. » D'autres voix s'élevèrent, hésitantes d'abord, puis plus fortes. Monsieur Giraud, le boulanger, cria « J'en ai assez de votre tyrannie, Martin. » Madame Rouvier, brandissant son chapelet, ajouta « Dieu voit ce que vous faites, et il jugera. » Jacques, pris de court, chercha le soutien de Pierre et Louis, mais eux-mêmes semblaient rétrécir sous les regards accusateurs. Le maire, sentant le vent tourner, bégaya une condamnation vague des actes récents. Aïcha, immobile, laissa la foule parler, ces mots ayant allumé une étincelle que même Jacques ne pouvait éteindre. Marcel murmura à son oreille « Tu les as réveillés. » Claire hocha la tête, un sourire discret aux lèvres. Rémi, toujours silencieux, observait Jacques comme un prédateur guettant sa proie. Fatima, un carnet à la main, notait les noms de ceux qui osaient enfin parler. La réunion se termina dans un tumulte de voix, certaines pleines de colère, d'autres de honte. Jacques quitta la salle, son pardessus froissé, son assurance fissurée. Les vétérans, eux, restèrent, entourés par une foule qui, pour la première fois, voyait au-delà de la peur. Lumière n'était pas encore sauvée, mais quelque chose avait changé. Les flammes allumées par Jacques n'avaient pas consumé Aïcha. Elles avaient réveillé une ville endormie. Et la guerre qu'il avait déclenchée promettait de se retourner contre lui. Les rues de Lumière, baignées par la lumière pâle d'un crépuscule d'automne, semblaient vibrer d'une énergie nouvelle, mais précaire. Les événements des derniers jours, l'attaque brutale contre la maison d'Aïcha Dubois, les graffitis haineux, les flammes du cabanon et l'éveil inattendu de la ville lors de la réunion communale, avaient fissuré le vernis de tranquillité qui masquait les rancunes de la petite bourgade provençale. Jacques Martin, Pierre et Louis, les artisans de cette vague de haine, croyaient encore pouvoir reprendre le contrôle, mais leur arrogance vacillait face à une communauté qui, pour la première fois, osait les défier. Aïcha et ses camarades vétérans, Marcel, Claire, Rémi et Fatima, se tenaient au cœur de cette tempête, prêts à en écrire le dernier chapitre. Jacques, incapable d'accepter l'humiliation de la réunion où la foule s'était retournée contre lui, décida de frapper une dernière fois. Il réunit Pierre et Louis dans un entrepôt abandonné à la lisière de Lumière, un lieu où les ombres des machines rouillées semblaient conspirer avec leur rage. Sous la lueur vacillante d'une ampoule nue, il exposa son plan. Une embuscade pour piéger Aïcha et ses alliés. Un acte si spectaculaire qu'il réduirait la ville au silence. « On va leur montrer qui décide ici », siffla-t-il, ses doigts serrant un bidon d'essence. Pierre, les yeux injectés de colère, ajouta
On brûle leur précieux refuge, et eux avec, si besoin. Louis, hésitant mais trop impliqué pour reculer, hocha la tête, une batte de bois dans les mains. Ils choisirent la nuit suivante, lorsque la ville dormirait, pour agir. Mais Aïcha n'était pas femme à attendre passivement. Avec Marcel, Claire, Rémi et Fatima, elle avait anticipé la riposte. Des années de combat leur avaient appris à lire les signes de l'ennemi, et les murmures de lumière, portés par Madame Rouvier, Monsieur Giraud et la jeune Sophie, confirmèrent les intentions de Jacques. Les vétérans transformèrent l'entrepôt en un piège, utilisant leur savoir-faire militaire pour en faire un échiquier à leur avantage. Marcel installa des cordes dissimulées pour bloquer les issues, Claire prépara des fumées aveuglantes à partir de produits chimiques anodins, Rémi renforça les points d'entrée, et Fatima cartographia chaque recoin, son carnet devenu une arme aussi redoutable qu'un fusil. La nuit venue, l'air était lourd, chargé d'une humidité qui collait à la peau. Jacques, Pierre et Louis s'infiltrèrent dans l'entrepôt, leurs silhouettes glissant comme des spectres entre les machines. Ils versèrent de l'essence, riant à l'idée de réduire les espoirs d'Aïcha en cendres. Mais alors que Jacques craquait une allumette, un sifflement aigu déchira l'obscurité. Une fumée épaisse jaillit, emplissant l'espace d'un brouillard irrespirable. « Qu'est-ce que… » bégaya Pierre, toussant violemment. Louis lâcha sa batte, paniqué, tandis que Jacques hurlait « C'est un piège !» Les vétérans émergèrent de l'ombre, leurs mouvements précis comme une chorégraphie mortelle. Marcel bloqua une sortie avec une barre de fer, son bâton frappant le sol pour désorienter les intrus. Claire, invisible dans la fumée, désarma Pierre d'un geste rapide, son regard glacial le clouant sur place. Rémi, massif et silencieux, souleva Louis par le col, le plaquant contre une machine avec une force contenue mais terrifiante. Fatima, un sourire discret aux lèvres, pointa une lampe sur Jacques, l'aveuglant. Aïcha, au centre, avança lentement, son médaillon brisé dans une main, réparé par un fil d'argent. « Tu voulais la guerre, » dit-elle, sa voix un grondement sourd. « La voilà. » Jacques, à genoux dans la fumée, tenta de se relever, mais Marcel le repoussa d'un coup de bâton. « Tu as souillé notre ville, » grogna-t-il. « Tu as cru que la haine te rendait fort. Tu avais tort. » La foule, alertée par Sophie, commença à se rassembler dehors, leurs torches éclairant l'entrepôt comme un tribunal improvisé. Madame Rouvier cria « Qu'ils perdent pour ce qu'ils ont fait !» Monsieur Giraud, brandissant une pelle, ajouta « Lumière n'est pas à vous. » Jacques, acculé, balbutia des excuses, mais ses mots se perdirent dans les huées. Les gendarmes, enfin arrivés, menottèrent Jacques, Pierre et Louis sous les regards d'une ville transformée. Aïcha ne jubila pas. Elle se tourna vers la foule et déclara « Ce n'est pas leur défaite qui compte, c'est ce que nous construisons maintenant. » Les jours suivants, l'entrepôt, symbole de leur combat, fut nettoyé et transformé. Les murs, jadis souillés par la haine, accueillirent des fresques peintes par les enfants de lumière, racontant l'histoire d'une communauté qui avait appris à se relever. Aïcha et ses camarades en firent un centre d'éducation, où l'histoire des luttes contre la guerre, contre l'injustice, était enseignée à ceux qui voulaient en écouter. Le jardin d'Aïcha renaquit, ses rosiers remplacés par des tournesols, leurs pétales dorés défiant le ciel. Lumière, lentement, pansait ses plaies. Les graffitis furent effacés, les vitres remplacées, et les silences complices cédèrent la place à des conversations hésitantes, puis courageuses. Sophie organisa des veillées où les habitants partageaient leurs peurs et leurs espoirs. Madame Rouvier, son chapelet toujours en main, apprit aux jeunes à jardiner, un symbole de renouveau. Monsieur Giraud offrit des pains gravés de tournesol, un hommage discret à Aïcha. Jacques, Pierre et Louis, jugés pour leurs actes, disparurent dans l'ombre des prisons, mais leur départ ne fut pas célébré. Il fut oublié, car Lumière regardait désormais devant elle. Aïcha, debout parmi ses tournesols, savait que la victoire n'était pas définitive. La haine, tapie dans les cœurs, pouvait revenir. Mais pour l'instant, Lumière respirait, et cela suffisait. Et maintenant, à vous de jouer. Que pensez-vous de la renaissance de Lumière? Si vous avez été touché par le courage d'Aïcha, laissez un 1 dans les commentaires et partagez cette histoire pour inspirer d'autres. Si vous voulez savoir ce qu'il adviendra de Lumière dans le futur, abonnez-vous. Une nouvelle page pourrait bientôt s'ouvrir. Et si vous avez une idée pour la suite, dites-le nous.
Votre voix compte dans cette saga.